Bonsoir et bienvenue à cette assemblée publique de décembre. Il est maintenant 19h35 et je vais ouvrir cette assemblée. Le temps de retrouver les documents, je m'excuse. Alors, j'aimerais commencer en saluant le triste départ d'un citoyen très important de Val-David, M. Régent Paquin. Hier, même en ces lieux, avaient lieu les funérailles de cet homme qui nous lègue une mémoire extraordinaire d'un citoyen engagé et impliqué dans sa communauté. C'était très touchant hier de voir les témoignages des gens, de ses proches qui rappelait à quel point c'était un homme rassembleur qui a travaillé fort pour reconnaître le patrimoine, faire reconnaître le patrimoine et l'histoire du village. Alors, il a entre autres été membre fondateur des loisirs du lac Paquin. Il a travaillé très fort pour faire reconnaître ce secteur-là qui était pendant longtemps oublié à Val-David. Alors, nous le saluons. Ce fut une année difficile pour Val-David. Alors, après la perte de M. Desjardins aussi, qui était membre, comme M. Paquin, de la Société d'histoire et de patrimoine de Val-David. Lucien Maison, qui est décédé en décembre de l'année dernière, qui était aussi un ancien conseiller comme M. Paquin. Reine Lapointe, bon bref, ce fut une année de grande perte. Et au nom du conseil municipal, j'offre nos plus sincères condoléances aux familles, à la famille et aux proches. D'ailleurs, Reine Lapointe, la conjointe, merci, la conjointe d'Yvan, était membre du comité MADA et donc nous avons besoin de quelqu'un à la hauteur pour la remplacer. Et vous savez que les banques de candidature sont toujours ouvertes pour les comités de la municipalité. Alors, il y a le CCU et il y a le comité MADA. Alors, on vous invite à déposer vos candidatures. Cette semaine avait lieu la guignolée des médias qui sert à renflouer les coffres de nos comptoirs alimentaires. Alors, dans la MRC des Laurentides, nous avons récolté 37 882 $. Merci aux nombreux bénévoles qui ont participé à cette collecte, qui est malheureusement très nécessaire. Alors, ce sont entre autres les paniers de Noël du comptoir alimentaire, mais aussi l'achat de denrées périssables tout au long de l'année. Les abeilles, le comptoir des abeilles ici donne aussi beaucoup au comptoir alimentaire de Val-David qui vient en aide à une cinquantaine de familles par semaine. Et il y a les revenus des bols du partage aussi qui contribuent à hauteur de quelques milliers de dollars pour notre comptoir alimentaire. Alors merci à ces bénévoles-là qui viennent en aide aux plus démunis du village. Parlant de la boutique Les Abeilles, j'aimerais mentionner que la dernière vente de l'année aura lieu le jeudi 19 décembre. Alors, c'est une occasion de vous procurer souvent des petits trésors pour Noël, entre autres. Et c'est important de noter que les conteneurs qui sont situés juste ici derrière la salle communautaire seront fermés du 16 décembre au 2 janvier pour permettre aux bénévoles de prendre une pause. Alors, gardez tout ça et puis surtout essayer de récupérer le plus possible. D'ailleurs, en parlant de récupération, Carl va vous mentionner, mais il y a le calendrier des collectes des fêtes qui est disponible sur le site de la municipalité. Carl va vous donner des détails un peu plus tard. Un petit mot sur la patinoire. On a essayé de l'ouvrir, mais le dégel nous a pris court. Alors, cette nuit, on annonce un bon froid. Et on va pouvoir tout fort probablement ouvrir soit jeudi ou vendredi. On a eu beaucoup d'appels, on sait que c'est une infrastructure qui est très appréciée. Alors on fait notre possible pour ouvrir le plus rapidement possible. Un petit rappel justement parce que c'est l'hiver qu'il faut être prudent. Il y a beaucoup de dégel, de plus en plus de dégel, c'est difficile pour les travaux publics de s'adapter aux variations de température. Mais
les gars sont sur la route et ils font un très bon travail. Une nouveauté cette année, la neige est ramassée avant 8 heures sur la rue principale. Alors, ça créait souvent une congestion le matin. Donc, maintenant, on a changé l'horaire, on a modifié l'horaire pour pouvoir faire en sorte que la rue principale soit ouverte et que la souffleuse et les camions ne soient pas là lors du trafic matinal, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui vont porter leurs enfants à l'école. Vous rappelez que concernant le projet d'école et du déménagement de la mairie, il n'y a pas de nouvelles informations à transmettre. J'avais dit à la dernière assemblée que le rapport sur la consultation qui a été faite en septembre serait sur le site, mais malheureusement, il n'y est pas encore. On va y pouvoir le faire rapidement. Finalement, terminer en mentionnant les différentes fêtes de Noël qui ont lieu en décembre. Il y a l'Espace Ludico qui organise un brunch communautaire des fêtes le 22 décembre de 10h à midi. Il va y avoir ça va être ici, il va y avoir des jeux en famille, des prix de présence et évidemment tout le monde va être peut-être en pyjama parce que ça va être vraiment une fête festive comme j'ai connu quand j'étais petite. Alors c'est vraiment sympathique. Ces belles initiatives-là du milieu. Et Partage et Solidarité vont continuer dans la même journée avec une distribution de cadeaux avec le Père Noël de 14 à 17 heures. La municipalité, de son côté, organise la fête familiale au village du Père Noël le 14 décembre de 17h30 à 20h30. Et il reste des billets qui sont obligatoires pour participer. C'est disponible au service Loisirs Culture juste ici derrière durant les heures d'ouverture. On a modifié quelques dates aussi qu'on avait mentionnées lors de l'Assemblée de novembre, à savoir la présentation du budget aura lieu le 16 décembre prochain à 18h. Et 18h30, merci, pardon. On vérifie l'heure. Et la soirée de reconnaissance qu'on avait fait l'an passé en décembre aura lieu cette année le 16 janvier. Et la consultation pour la bibliothèque sera le 18 janvier, un samedi de 10h à midi. Il y a une vidéo qui est disponible sur le site Internet au sujet de la bibliothèque 3e lieu pour inspirer la réflexion sur la bibliothèque qu'on souhaite avoir à Val-d'Aville. Alors, sur ce, je vais adopter l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Il y a quelques petites modifications. Alors, le point 3.2 doit se lire... donc, l'approbation du budget révisé 2019 de l'Office municipal d'habitation des Laurentides et non pas de Val-d'Aville, parce qu'il y a eu le regroupement de tous les offices municipaux durant les derniers mois. Alors, c'est maintenant, ça s'appelle maintenant l'Office municipal des Laurentides. On retire le point 5.2 et le point 10.2. Alors, et on adopte l'ordre du jour. Alors, on a M. Chiasson, Mme Fontaine. En 1.3, l'approbation des procédures de la séance ordinaire du 12 novembre et de la séance extraordinaire du 9 novembre dernier. Donc, vous avez reçu les procès-verbaux 72 heures à l'avance. Vous avez eu l'opportunité d'en prendre connaissance. Un proposeur? Je propose. Désolée ce soir. Alors, ça, c'est bien, Mme Fourchet. C'est adopté. Alors, en 1.4, on certifie qu'on a des crédits disponibles pour les dépenses engagées au point 2.4, 6.1, 6.3 et 6.4. Donc, c'est simplement on fait simplement la mention que l'argent est disponible pour ces projets. En 2.1, nous avons l'adoption du calendrier des séances municipales du Conseil pour l'an prochain. Alors, les séances vont demeurer le mardi à 19h30. Un proposeur? Je propose. Monsieur de Montigny, c'est adopté à l'unanimité. En 2.2, nous avons la nomination d'un maire suppléant, comme à chaque année. Alors, cette année, en 2019, c'était Carl de Montigny qui se propose de poursuivre ce mandat. Et le Conseil est unanime à accepter cette proposition-là. Il fait un excellent travail. Alors, un proposeur. Je propose. Madame Martin, c'est adopté à l'unanimité, merci.
Et de pair avec cette nomination vient le substitut à la MRC des Laurentides. Alors, nous sommes évidemment au Conseil des maires de la MRC des Laurentides et lorsque je ne puis y aller, j'ai besoin d'un substitut et c'est M. de Montigny qui a fait un excellent travail ici l'an dernier, qui poursuit cette année, l'année prochaine en 2020. Je propose. Madame Paquin, c'est adopté à l'unanimité. En 2.4, nous avons une autorisation d'une signature pour un reçu-quittance et transaction avec l'employé numéro 14-003. Donc, vous avez reçu le projet de reçu-quittance et transaction. Donc, vous avez eu l'opportunité d'en prendre connaissance et nous en avons discuté. Donc, la proposition est à l'effet d'accepter le reçu-quittance et transaction et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tout document pour donner effet à la présente résolution et d'autoriser la dépense de 130 000 à même le surplus accumulé non affecté. Je propose. Madame Paquin propose. C'est un vieux dossier de 2014 qui avait été géré par un ancien directeur, qui est maintenant enfin résolu. Alors, comme plusieurs dossiers depuis que nous avons été élus en 2017, nous avons enfin la possibilité de dire que c'est terminé. Alors, voilà. En 2.5, nous avons une approbation des registres des déclarations de plus de 200 $ des élus municipaux. Madame Charpentier va vous expliquer en quoi il en ressort. Donc, tel que prévu par la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, ainsi que tel que prévu dans notre code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, à chaque année, je dois déposer le registre des dons, déclaration de dons de plus de 200 $ des élus de la municipalité. Donc, le dernier registre déposé avait été à la séance de décembre 2018. Et donc, depuis ce temps, je n'ai reçu aucune déclaration. Donc, le registre je dépose le sommaire du registre qui est à zéro, finalement. Donc, voilà. C'est d'approuver le dépôt. On approuve le dépôt. Je propose Madame Forget, qui est adoptée. En 3.1, nous avons à la trésorerie la ratification du journal des déboursés du 1er au 30 novembre. Alors, je rappelle que les documents mensuels pour le suivi financier sont déposés au Conseil dans la semaine qui précède l'Assemblée. Alors, ces documents-là ont été déposés et nous ratifions le journal des décaissements. Donc, au montant pour le mois de novembre de 413 431 et 65. Un proposant? Je propose Madame Forget et c'est adopté. Alors, le point 3.2 est celui que nous avons modifié pour appeler budget révisé de l'Office municipal d'habitation des Laurentides. Donc, on a reçu le budget révisé. Tel que prévu, on doit en faire l'approbation. Donc, vous avez une proposition à l'effet d'approuver le budget révisé de l'OMH des Laurentides en date du 11 novembre 2019. Je propose, et puis pour en complément d'information, pourquoi que l'OMH des Laurentides dépose un budget révisé, c'est parce qu'ils ont reçu des montants additionnels qui modifient leur budget d'origine. Un des montants supplémentaires qui a été autorisé, mais qui a été donné à l'Office, c'est suite aux grandes neiges qu'il y a eu l'année passée. Ils ont eu un budget pour déneiger les toitures, puis ils ont aussi un budget supplémentaire pour rénover certains logements qui nécessitaient des rénovations importantes avant de pouvoir les relouer. Donc, c'est la raison pour laquelle l'OMH des Laurentides dépose un budget révisé. Donc, proposé par M. de Montigny et adopté à l'unanimité. En 4.1, on parle de la TEC, le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Alors, ces programmes-là se font sur quelques années et donc on confirme que les travaux qui étaient prévus entre 2014 et 2019 ont bien été faits. Alors, toute la résolution explique cela. Donc, c'est une résolution qui vient du ministère des Affaires municipales, donc que c'est générique, là, dans le fond. Et puis, on vient dire, c'est ça, comme Mme Poulin le disait, que nous, on a mis le seuil minimal d'immobilisation et on a dépensé un minimum
28 par habitant par année, soit un total de 140 par habitant pour l'ensemble des 5 années. Et qu'on vient confirmer que la programmation finale qu'on dépose a bien été réalisée et comporte les coûts réalisés véridiques au 30 novembre 2019. Un proposant, s'il vous plaît. C'est adopté. Merci. En 4.2, il s'agit d'une autorisation pour déposer une demande dans un nouveau programme pour la protection accrue des sources d'eau potable. Alors, l'objectif est de faire un rapport pour identifier les éléments susceptibles d'affecter la qualité et la quantité des eaux prélevées dans nos puits. Alors, ce programme-là va permettre de subventionner ce rapport. Donc, il s'agit d'une demande pour pouvoir déposer. Donc, exactement. Donc, par cette résolution, le Conseil de la municipalité autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme d'aide financière. Et c'était l'effet que Mme Charpentier, moi-même, soit autorisée à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre de ce programme, qui est une obligation du ministère. Donc, de faire l'analyse de la vulnérabilité de nos sources d'eau. Donc, on parle des puits Chicoine, donc Doncaster, Xavier et Saint-Adolphe. À propos. Monsieur, c'est gagné. C'est adopté. On passe maintenant au point d'urbanisme et environnement. Alors, les demandes de dérogation seront votées le 18 décembre prochain, puisque l'avis public il y a eu un retard, il y a eu un délai dans le dépôt de l'avis public. Alors, c'est pour ça qu'on reporte les points. En fait, on ne les reporte pas, mais simplement on va les passer le 18 décembre prochain. En 5.1, nous avons une demande d'enseigne au 1770 route 117. Donc, pour cette demande, vous avez reçu l'analyse et la recommandation du CCU. Donc, il s'agit de, concernant l'enseigne, attendu que la dimension, la hauteur et la localisation de l'enseigne contribuent à créer un corridor visuel paysager de qualité sur la route 117, que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA. Vous avez une proposition, en effet, d'accepter la demande d'enseigne. Monsieur Giasson, c'est l'enseigne à côté de chez Procolar, n'est-ce pas? Je ne la vois pas là. Oui, je pense que oui. OK. Parfait. C'est mal du thème. Oui, c'est ça. On a retiré le point 5.2, on passe donc directement au point 5.3. C'est une demande de construction au 1307 rue Lavoie, qui est donc soumise au PIA, qui existe au cœur du village. Donc, c'est pour un projet d'agrandissement. Attendu que l'intervention projetée prend appui de façon prioritaire sur les caractéristiques morphologiques et architecturales du noyau villageois, style villageois et champêtre. Attendu que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA. Vous avez également reçu la recommandation du CCU et son analyse. Donc, vous avez une proposition à l'effet d'accepter la demande de construction telle que présentée. Je propose. Monsieur Giasson, c'est adopté. En 5.4, nous recevons la démission de Mme Jarneau, qui était nouvellement élue au comité consultatif d'urbanisme. Alors, Mme Jarneau a accepté des nouvelles responsabilités. Elle est donc moins disponible et elle remet sa démission. Alors, nous allons nommer un nouveau membre en janvier prochain. Je rappelle que la banque de candidature est toujours ouverte. Là, nous acceptons en tout temps les dépôts pour des candidatures à nos deux comités, soit celui du MADA, municipalité des aînés, et du CCU. Donc, la proposition est à l'effet d'accepter la démission de Mme Catherine Jarneau. Je propose. Merci, Mme Forget. C'est adopté. Loisirs et culture, nous débutons avec le point 6.1 pour l'octroi de contrat pour le programme fonctionnel et technique pour la nouvelle bibliothèque. Alors, il y a eu l'appel de soumission qui a été ouvert aujourd'hui. En fait, le programme fonctionnel et technique, c'est fait par une firme d'architectes. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les besoins qu'on va déterminer pour la nouvelle bibliothèque et ils vont faire le plan fonctionnel et technique, le PFT.
Et c'est très intéressant d'apprendre que la firme qui a remporté, qui a eu, pour laquelle nous avons choisi l'offre de service, est la firme d'Héloïse Thibault Architecte. Donc, c'est une firme qui a 16 ans d'expertise dans... et puis, je vais vous le lire, c'est très intéressant. Alors, c'est la firme HTA qui a réalisé de nombreux projets d'envergure innovateurs ayant contribué à transformer le paysage de façon humaine. La firme met de l'avant une vision réjouissante de l'architecture en proposant des environnements lumineux, vivants et empreints de créativité. La firme a comme objectif de défendre les principes d'excellence en conception tout en assurant la qualité des constructions et l'efficacité des bâtiments et des lieux créés par l'équipe. La firme cherche à réduire l'empreinte du bâtiment sur son environnement en tirant parti des qualités de celui-ci et en créant des espaces sains pour l'usager. Donc, c'est ça, l'ouverture des soumissions a été faite le 6 décembre dernier. On avait invité 4 firmes. Donc, on a reçu les offres de 4 firmes, Atelier IDEA, Hébert Zuluta, Denis Smith, architecte, Héloïse Thibodeau, architecte et PLA, architecte. Donc, comme c'est des services professionnels et que c'était estimé en haut de 25 000, l'adjudication de contrat prévoit qu'on doit aller avec un système d'évaluation qualitative. Donc ça se fait avec 2 enveloppes. Et donc l'enveloppe du prix, on ne le connaît pas. Ce qu'on connaît, c'est les soumissionnaires doivent déposer un document qualitatif et il y a un comité de sélection qui doit analyser les offres par un système de pointage qui est déjà connu par les soumissionnaires. Quand ils soumissionnent, ils doivent, pour chacun des points qui sont évalués, décrire leur service. Donc, le comité de sélection s'est réuni le 9 décembre et a procédé à l'évaluation des offres de services et à l'ouverture des enveloppes de prix pour ceux qui se sont qualifiés, qui étaient conformes. Donc, on a 2 soumissions qui étaient conformes, Hébert Zuluta, Denis Smith et Héloïse Thibodeau, architecte. Et selon le système de pointage, qui est un système de pointage qui est le calcul défini dans la loi, donc Hébert Zuluta, Denis Smith a eu 89 points et Héloïse Thibodeau, architecte, 81. Et avec le prix, le calcul fait que le pointage final pour Hébert Zuluta, Denis Smith est de 11,89 et Héloïse Thibodeau, architecte, 24,47. Donc, ce qui fait que Héloïse Thibodeau, architecte, est au premier rang. Donc, le montant qu'on avait estimé pour ces travaux est de 50 000 $. Et donc, taxes incluses, ça nous arrive à un contrat de 53 538 et 11, ce qui fait que notre coût net est aux alentours de 50 000. Donc, la proposition que vous avez d'octroyer le contrat à Héloïse Thibodeau, architecte, conformément à l'offre de service présentée, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tout document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution et d'autoriser une dépense de 53 538 et 11 à même le fonds de roulement remboursé sur 5 ans. Je propose. Madame Forget, c'est pas l'unanimité. En 6.2, nous avons, comme à chaque 6 mois, une autorisation de signature pour les sentiers de ski sur le terrain de la Sapinière. Alors, comme la plupart d'entre vous le savez, les terrains de la Sapinière, il y a une partie qui est située dans le parc régional, donc qui ne nous appartient pas. Et à chaque semestre, nous signons une autorisation avec la Sapinière, que nous remercions d'ailleurs d'accepter de nous laisser utiliser ces sentiers. Alors, on parle de la 23, en fait, c'est vraiment à partir de la clairière de la Sapinière jusqu'à la 33, puis c'est une bonne portion du terrain du parc régional. Donc, si la proposition est à l'effet d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer l'entente conformément aux explications que Mme Poulin vient de vous donner. Je propose. Monsieur Séguin, c'est adopté. En 6.3, nous avons le programme d'aide financière aux organismes et aux individus. Alors, le montant de ce programme d'aide financière provient du CADAF, qui est un fonds qui est mis sur pied en partenariat avec les abeilles. Donc, c'est le coût du loyer des abeilles, une partie du coût des loyers des abeilles qui sont ici en dessous de la salle communautaire, qui est intégré dans un fonds. Et à pendant l'année, pendant quelques rencontres, les membres se rassemblent et
répondre aux demandes que la municipalité reçoit. Donc, nous remercions les abeilles pour cette contribution financière et la participation au comité. Alors, on a donc des recommandations ce mois-ci. Donc, c'est d'autoriser 100 $ à l'IACO, 75 $ à la Société d'autisme des Laurentides, 100 $ au Centre d'aide aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques des Laurentides, 200 $ à Prévoyance envers les aînés et 100 $ à l'Ombrelle, et d'autoriser le versement à même le fonds général. C'est adopté. Ce sont tous des organismes qui ne sont pas à Val-David, mais qui viennent en aide à plusieurs personnes de notre municipalité. Il n'y a pas d'avis de motion, pas de projet de règlement et pas de règlement adopté ce soir. Mais par contre, j'ai oublié le 6.4. Merci. Donc, 6.4, c'est une demande de subvention pour un projet d'illumination de nos bâtiments patrimoniaux. On a fait la même sorte de demande au programme, un programme de subvention de tourisme Laurentide. La décision pour ce programme de subvention va être prise au janvier-février. Donc, on a identifié un autre programme pour lequel nous pourrions être éligibles. En fait, nous sommes éligibles à participer. C'est un programme fédéral. Alors, on dépose une demande dans ce programme-là pour, si on ne reçoit pas celle de tourisme Laurentide, on aura peut-être des chances d'obtenir celle-là. Donc, c'est d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention, conformément à ce que Mme Poulin vous a expliqué, de désigner la directrice des loisirs et de la culture pour présenter la municipalité dans le cadre de cette demande et de confirmer l'engagement financier de la municipalité pour un maximum de 20 000 $ à même la réserve affectée du centenaire. Je propose. Monsieur de Montigny, c'est adopté. On en est donc à 10.1. qui est une déclaration pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité. Cette déclaration a été préparée longuement durant la dernière année et déposée à la FQM, à la Fédération québécoise des municipalités. Alors, c'est pour inviter les municipalités à se positionner, comme ça le dit très bien, pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité. C'est simplement à appeler les gens, les citoyens au respect. Alors, à favoriser le respect dans les relations interpersonnelles. Et donc, la municipalité est fière d'adopter cette déclaration ce soir. Alors, certains savent peut-être que cet été, il y a eu quelques épisodes de vandalisme qui ont créé beaucoup de dommages à certaines personnes du village qui étaient venues s'établir ici, qui avaient ouvert un commerce. Alors, on parle d'une personne transgenre qui s'est sentie menacée. Alors, c'est simplement pour rappeler l'importance de communiquer et de s'ouvrir aux autres. Alors, peut-être que l'idée n'est pas de se sentir coupable de ce qui est arrivé, mais de promouvoir l'inclusion et l'ouverture. Alors, c'est un peu long, mais je vais prendre le temps de le lire pour rappeler ces principes et ces valeurs. Attendu que les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Charte canadienne des droits et libertés. Attendu que les municipalités et les MRC sont reconnus par l'État québécois en tant que gouvernement de proximité, en étant le palier de gouvernance le plus près des citoyens et des citoyennes. Attendu que la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant. Attendu que la déclaration de principe de la politique d'égalité et de parité entre les femmes et les hommes de la Fédération québécoise des municipalités rappelle que l'égalité est un droit fondamental et qui constitue une valeur essentielle de la démocratie québécoise. Attendu que malgré tous les acquis des dernières décennies et l'adoption des lois qui garantissent l'égalité de droits, des inégalités existent encore. Attendu que des gestes politiques d'engagement en faveur de l'ouverture à l'autre, du respect de la diversité et de la différence sont encore nécessaires.
attendu que la municipalité du village de Val-David représente aussi la diversité de ses citoyens et citoyennes, eux-mêmes représentatifs de toute la diversité québécoise et que, en ce sens, elles déclarent leur droit au respect, à la reconnaissance et à l'inclusion. Nous proposons donc de déclarer que la municipalité du village de Val-David est en faveur de l'inclusion, de l'ouverture et de la diversité, de nous positionner contre toute forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre. Nous nous engageons à adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion. Nous nous engageons à promouvoir les valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion auprès de nos partenaires de la population et lors de nos interventions. Nous nous engageons à offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et accueillant. Et nous nous engageons à promouvoir la présente déclaration auprès de la population. Alors, je termine en disant qu'il y avait quelques personnes, quelques artistes, entre autres de la municipalité, qui s'étaient offertes pour organiser une rencontre de partage sur cette question-là d'ouverture à la diversité. Alors, on va voir en 2020 si c'est possible d'organiser une telle rencontre, mais je dois vous dire qu'on a beaucoup de pain sur la planche avec tous les projets en cours, mais on est ouvert à cette proposition-là et on va voir si c'est possible de l'intégrer à notre programmation. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Séguin, c'est adopté. 10.2 a été retiré, en fait reporté à la prochaine séance du 18 décembre pour la simple raison que pour l'adopter, nous avons besoin d'engager des montants pour 2020. Alors, tant que le budget n'est pas adopté, nous ne pouvons pas confirmer les sommes qui sont reliées à cette résolution-là. Pour les documents déposés, nous avons les dépôts des états comparatifs mensuels au 30 novembre 2019. Comme je l'ai expliqué auparavant plus tôt, ce sont les documents financiers. Donc, les états comparatifs, les variations budgétaires. On a aussi le dépôt du rapport de la directrice générale et secrétaire territoriale des dépenses autorisées par un fonctionnaire ou un employé en vertu du règlement 700. On a le dépôt des excédents de fonctionnement non affectés et des fonds réservés. Et le rapport pour le règlement 700, le pouvoir d'embauche, mais il n'y a aucun mouvement de personnel en novembre plutôt. En 11.6, il y a le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des conseillers. Donc, on a reçu la plupart ce soir, donc les documents, on les a avec nous. Ils vont vous être déposés dans vos documents aujourd'hui. Effectivement. Il y a le dépôt d'une pétition des citoyens de certains citoyens de résidents de la rue Montaigne qui aimeraient que leur rue soit... c'est une pétition pour la réfection de leur rue et le pavage de la portion non encore pavée. Alors, nous accusons réception de cette pétition. Comme tout le monde le sait, il y a plusieurs rues à Val-David qui ont grand besoin d'amour. Le conseil s'engage à chaque année à faire la réflexion de quelques rues. En fait, on octroie du budget pour l'entretien de ces chemins-là, mais il y en a plusieurs, alors ça va prendre quelques années avant de voir le bout de ces besoins-là. Nous en sommes maintenant au point d'information des conseillers. On va débuter avec M. Giasson. Bonsoir, je n'ai pas de point d'information. Je vais en profiter pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Amour, santé, plaisir, voilà. Merci, M. Giasson. Mme Forger. Ça, c'était mon mot du conseiller. La même affaire. Joyeux Noël et bonne année tout le monde. Merci. Rien pour moi. Merci. M. Séguin. Deux petits points en lien avec le canal dans notre village. Alors, le 15 décembre prochain, dimanche prochain, en réalité, il y a la course des Pères Noël, qui est un autre événement de défi de la santé qui ramasse des fonds pour la Fondation du Frein, mon école, plus.
Alors, si vous avez envie de vous délier les jambes en courant ou en marchant avec les petits ou avec les grands, c'est des petites distances qui partent de la gare dimanche matin. Vous êtes tous bienvenus avec la tuque et bonbons. Vendredi, le 20 décembre, il y aura une journée à la frontale dans notre parc régional. Alors, le parc est ouvert pour tous ceux qui ont une frontale et c'est gratuit, cette activité-là, avec le refuge chauffé. Gratuit pour tous ceux qui ont leur passe, évidemment. Si vous ne l'avez pas, c'est toujours le temps de le faire. Alors, merci et bon temps des fêtes à tout le monde. Merci, M. Séguin. Merci de rentrer. Bonsoir à tous. Donc, concernant le centenaire, le comité de programmation est déjà à l'œuvre pour étudier les projets du milieu et pour donner ses recommandations au comité organisateur. Cependant, concernant le comité de financement privé et le comité des communications, on est toujours à la recherche de membres afin de combler tous les postes. Le 22 décembre, en après-midi, aura lieu la deuxième activité de la Ruche d'Or au centre d'exposition de Val-David, animée par Isabelle Gagnon-Zeberg. La Ruche vous offre un lieu où les gens du village, petits et grands, peuvent se rencontrer et créer en toute liberté, inspirés par les expositions qui sont en cours. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Ruche d'Or, c'est en fait un atelier d'art communautaire qui accueille tout le monde en tant qu'artiste. Ça démocratise l'art et ce sont des événements qui sont vraiment très rassembleurs pour y avoir été à la première édition. Inspiré du conte de Noël de Charles Dickens, il y a des citoyens qui ont monté la pièce de théâtre amateur Le Cadeau de M. Frousse, une rescousse représentation qui auront lieu ici à l'église, soit le samedi 21 décembre. Trousse? M. Trousse. Ouais. M. Trousse, ainsi que vendredi 27 décembre. La programmation des activités de loisirs pour l'hiver est sortie. Concernant les matières résiduelles, dès janvier, on diminue le nombre de collectes de déchets. On vous invite à consulter le nouveau calendrier de collecte car le précédent n'est plus à jour. Et pour la période des fêtes, la municipalité aussi vous a fait un calendrier édition spéciale. Je crois que c'est disponible sur le site web de la municipalité, si je me trompe. Oui. Il y en a aussi quelques copies à l'arrière. Sur ce, bonne fin de journée, bonnes vacances, bon temps des fêtes et en janvier. Manon, si tu permets, Madame Paquet, si tu permets. Juste un petit mot concernant justement le fameux calendrier des collectes. Il va falloir faire attention en décembre parce qu'en janvier, il va y avoir une seule collecte des déchets ultimes. Le bac noir, là, on va tomber à une collecte par mois. Alors, c'est certain que si on la manque durant le temps des fêtes, alors la dernière aura lieu le 26 décembre. Ça va peut-être être long le mois de janvier, malgré qu'il va y en avoir le mois de janvier aussi, là, la deuxième semaine de janvier, mais il va falloir prendre vite l'habitude. Alors, c'est pour ça que je me permets de le répéter. Et puis, ça peut sembler drastique comme mesure de passer à une seule collecte du bac noir par mois, mais c'est au plan provincial, toutes les municipalités sont appelées à réduire les déchets ultimes parce que nos sites d'enfouissement débordent tout simplement. Ça va être de plus en plus cher d'enfouir les déchets ultimes et on n'a pas le choix de prendre des mesures. De toute façon, c'est une question de respect de l'environnement. On n'a pas le choix d'aller vers une meilleure gestion de nos matières résiduelles. Alors oui, ça demande des efforts, mais on n'a pas le choix et on est gagnant au bout du compte parce qu'on a une meilleure gestion de nos ressources. Alors c'est certain que ça va demander des adaptations, des ajustements. Par contre, depuis toujours, Val-David est un champion. On fait figure de référence dans notre MRC. Alors je suis certaine, j'ai très confiance qu'on va réussir cette transition. Oui, puis si je peux compléter, tout ce qu'on n'enfouit pas, tout ce qu'on détourne, matière organique, matière recyclable, on reçoit des compensations, on reçoit des ristournes du gouvernement, tandis que dès qu'on enfouit, on paye. Donc, il y a le volet environnemental, mais il y a le volet aussi financier qui est intéressant dans l'équation. Tout à fait. Merci, M. Domonti. Merci, Mme Paquin. Merci. Alors, nous en sommes maintenant à la période de questions et j'invite M. Rochelot, qui s'est inscrit au registre, à prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jacob Rochelot. Moi non plus, je ne suis pas certaine. Juste un moment, s'il vous plaît. Fonctionne? Oui. Oui. D'accord. Donc, Jean-Claude Rochelot. Je vais avoir, donc comme c'est le dernier conseil, j'avais une couple de questions pour
dossier. Oui. Parlant de la nouvelle bibliothèque, ce soir, vous venez d'accorder un contrat de firme d'architecte pour analyser les besoins. C'est pas vraiment analyser les besoins, c'est qu'ils vont. Les besoins, c'est nous qui allons les déterminer. Les besoins de la nouvelle bibliothèque, c'est la municipalité avec les citoyens qui va les déterminer. Eux vont faire le plan fonctionnel et technique en fonction de ces besoins-là. C'est certain que par la suite, il y aura toujours lieu aux besoins de modifier le plan, mais eux, c'est un plan fonctionnel et technique. Oui, c'est un programme fonctionnel et technique. Donc, il n'y aura pas de plan qui va sortir de ça. C'est une obligation du ministère de la Culture, comme c'est un projet qui est subventionné. Donc, la première étape, c'est d'écrire, de mettre sur papier quels sont les besoins structuraux, les besoins d'espace, les besoins d'électronique, d'eau, combien de toilettes on veut. Donc, c'est vraiment c'est un document qui va être créé, c'est du texte, là, mais là, on n'est pas à l'étape des plans. Parce que là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un accord conditionnel, un accord de principe avec le ministère, et pour pouvoir tomber à l'accord définitif, il faut prendre cet engagement de définir le programme programme fonctionnel et technique. Donc là, une fois qu'on va avoir démontré que nos besoins rencontrent les critères du ministère ou les dépassent, là, après ça, on va pouvoir prendre ce document-là, aller en appel d'offres auprès des firmes d'architectes et d'ingénieurs pour faire les plans et devis. Donc là, on ne parle pas de plan à cette étape-ci, c'est un programme fonctionnel. C'est moi qui vous ai induit en erreur en appelant le plan. Okay. C'est juste parce que je trouve ça drôle qu'on fasse c'est comme son travail. Le travail, on va parler aux citoyens à un moment donné. Le 18 janvier Le 18 janvier. Ouais. Et là, on engage la firme pour traiter ce que les citoyens vont avoir besoin. Dans le fond, c'est quoi leurs besoins? dans l'échéancier qu'on a, dans l'échéancier qu'on a, le travail des professionnels va se faire de janvier à juin. Donc, nous, en juin, on devrait avoir le programme fonctionnel et technique de déposer au ministère. Donc, nous, la première rencontre pour parler là, des besoins se fait début janvier, où là, on va leur remettre tout ce qui a été travaillé depuis 2013, depuis qu'on a commencé ce projet-là. En 2013, il y a beaucoup de documentation qui a été faite. Donc, ils vont commencer à aller. Après ça, on va faire la consultation, puis ils vont être présents ici aussi avec nous. Ils vont avoir la consultation du 18 janvier. Et là, après ça, ils vont mettre ça dans l'input pour pouvoir continuer leur... Donc, c'est pour ça qu'on a déjà trouvé la firme pour qu'ils puissent être là, nous accompagner dans la détermination des besoins. OK. Une autre chose, au dernier conseil, vous avez dit que nous ne pouvons plus rien faire avec la bibliothèque actuelle. Bien, que nous ne pouvons plus rien faire, c'est ce que j'ai voulu dire, c'était que selon les besoins de la bibliothèque, les besoins qu'on anticipe pour la nouvelle bibliothèque, c'est préférable de trouver un nouveau bâtiment plutôt que de travailler avec celui qui est existant. Ce qui était au départ en 2013, ce qui était le projet en 2013 était d'agrandir la bibliothèque actuelle. Mais là, on a décidé de faire autrement. Donc, c'est pas basé sur un rapport ou sur des études sur la non-fonctionnalité du bâtiment, donc comment agrandir, c'est impossible, ou faire quelque chose avec la bâtisse actuelle, en la modifiant, whatever. Y a-t-il un rapport, une étude qui dit que non, c'est basé sur la recommandation de nos professionnels à la municipalité. Il y a quand même des études préliminaires qui ont été faites avec le réseau Biblio, pas sur le bâtiment en tant que tel, mais sur les besoins et les normes à respecter du ministère de la Culture. Donc, avec le bâtiment qu'on a, l'étude du réseau Biblio nous démontre qu'on ne peut pas atteindre les normes au niveau du nombre de livres, au niveau des espaces. Oui, bien, le bâtiment actuel, oui. OK. Je voulais juste faire un petit rappel aussi, quand on a présenté le PPU pour le cœur villageois, le projet de la bibliothèque était là-dedans, la mairesse et vous qui étiez là avez promis que il ne fallait pas s'inquiéter parce que c'était juste une projection pour le futur, dans le futur, et qu'il y aurait une consultation publique, donc on saurait tout avant pour se prononcer sur
combien d'argent ça coûte, parce qu'il n'y avait aucun montant d'argent dans le PPU, si on se rappelle. Donc, on avait dit, inquiétez-vous pas. Vous avez posé cette question-là, je m'excuse de vous interrompre, là, Oui. mais vous avez aussi posé cette question-là dans une assemblée précédente, et la Oui. réponse, c'est que c'est l'ancienne mairesse avait dit qu'effectivement, il y aurait des consultations par rapport au PPU. La bibliothèque, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un projet qu'on a pris de façon séparée, c'est un besoin séparé, qu'on a considéré et pour lequel on a donné notre aval en ce moment, parce que ça allait de pair avec le projet de bibliothèque, de nouvelle école. Alors, la commission scolaire a demandé au conseil municipal quel était l'apport qu'on pouvait offrir pour augmenter les chances d'avoir une nouvelle école, pour démontrer notre engagement en tant que municipalité dans l'éducation et les services offerts à nos jeunes. Alors, le conseil, en parallèle avec la demande d'entente de principe qui était encore en vigueur, a décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là parce que les besoins, comme vous avez pu le constater avec la démonstration de Réseau Biblio, les besoins sont là et il y a un bâtiment qui est disponible avec la caserne qui appartient déjà à la municipalité. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité qui est ouverte et pour laquelle le conseil a décidé d'aller de l'avant. Mais il reste qu'on ne peut pas dissocier, je veux dire, c'était dans le PPU du cœur de villageois, puis ça l'est encore, c'est encore en vigueur ce PPU-là. Donc le projet d'une nouvelle bibliothèque était là-dedans, donc quand même on dirait que c'est pas c'est une décision du conseil d'aller de l'avant avec le projet de bibliothèque et on a décidé de ne pas faire de consultation parce qu'il y avait un enjeu, il y avait un délai. Publique, les citoyens ne pourront pas se prononcer à savoir est-ce qu'on a les moyens de se payer une nouvelle bibliothèque, combien ça va coûter cette bibliothèque-là. C'est quoi les argents nécessaires à ça dans la totalité du programme? Je veux dire, avant de dépenser de l'argent, des taxes, des citoyens, il me semble qu'on devrait au moins avoir le droit d'être informé sur combien ça va coûter et c'est quoi les impacts sur nos taxes, c'est quoi les impacts sur la dette de la municipalité, oui. Puis de se prononcer si oui ou non, on veut de ce selon projet-là. les coûts. Est-ce qu'on veut y aller ou pas y aller parce que ça va avoir un impact sur les taxes, c'est sûr. Mais suite au PFT aussi, ça va nous donner un estimé aussi si on décide d'avoir plus grande, si on veut avoir d'autres bâtiments, si on veut juxter d'autres projets, on va être capable suite au PFT de dire si on veut tel projet à l'intérieur de la bibliothèque, ça va nous coûter tant, ça va nous coûter plus en électricité, plus en eau, plus en chauffage, plus en ventilation. Puis suite à ça aussi, on va avoir quand même un estimé de coût vraiment plus réaliste, mais on va être capable aussi de juger nous autres aussi. Pour le moment, c'est ça, on n'a pas plus. On n'a pas plus on ne sait pas plus combien ça va coûter en ce moment-là. On a une idée de la subvention du gouvernement. Maintenant, on ne sait pas combien ça va coûter le bâtiment. Puis, ultimement, les citoyens, vous avez tout à fait raison. Les citoyens ont le droit de se prononcer si oui ou non ils en veulent de ce projet-là. Et ultimement, il va y avoir un registre pour le règlement d'emprunt qui va être à faire, qui va être ouvert aux citoyens. Et c'est comme ça a déjà été battu auparavant dans un autre conseil pour un règlement parapluie. Il y avait eu suffisamment de signatures au registre, alors le règlement parapluie n'avait pas pu être adopté. Alors ultimement, si c'est ça qui est décidé par la population, bien, le conseil va vivre avec cette décision-là. En attendant, il y a 7 personnes ici au conseil municipal qui, selon les besoins, selon l'évaluation de la situation à l'époque de la présentation du projet d'école, ont décidé d'aller de l'avant avec la construction de la bibliothèque parce qu'entre autres, il y avait une subvention. Et là, il faut faire attention parce que j'ai volontairement répondu à vos questions à mesure que vous les posiez, là, mais ça ne sert à rien de poursuivre le débat. Là, je pense que j'ai été claire dans ma réponse. Il faut revenir à l'histoire des 3 minutes. C'est quand même un débat intéressant pour les citoyens qui vont avoir à payer en bout de ligne pour les... Mais là, de répéter comme vous le faites, ça ne sert à rien. Je pense qu'on est clair dans notre position. Tant qu'on n'a pas de réponse claire, à savoir quand est-ce qu'on va être consulté et s'il va y avoir une consultation. Là, c'est la première fois que vous dites que le seul temps où on va avoir à se prononcer, c'est sur le règlement d'emprunt. Et il n'y aura aucun mot à dire des citoyens avant le règlement d'emprunt. C'est ce que je comprends. C'est parce que c'est ça okay. la façon de faire. C'est bon. Merci, M. Rochereau. Alors, j'inviterai s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Alors, je pense qu'on va revenir aux 3 minutes, donc s'il vous plaît, merci de poser votre question, puis on va y répondre par la suite. Oui, dans le Marc Blais de Val-David, dans le point 2.4, vous parlez d'une
Signature de reçu-quittance et transaction avec l'employé 140003 Oui. De 130 000 $. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit exactement? C'est un ancien dossier qui était pas réglé. Alors, par respect pour cet employé-là, on ne va pas donner davantage d'informations. Mais par contre, si vous voulez avoir les informations qui sont disponibles, il va falloir passer par la loi de l'accès à l'information, donc faire une demande à la municipalité. Est-ce que je peux comprendre qu'il s'agit du dossier des femmes harcelées? Monsieur, je viens de vous répondre. D'accord, merci. En février dernier, vous parliez de finaliser une fois pour toutes la question du ponceau fermé sur le chemin de la Rivière et que vous disiez que vous alliez faire une étude de circulation et de mobilité demandée par le ministère des Transports au coût estimé de 250 000 $. Est-ce que ça a été fait, ça? Est-ce que vous avez des questions? Je vais tout les prendre en note, puis après je vais vous répondre. Oui. Non, ça va être tout pour l'instant. Je vous remercie. Merci, M. Blais. Alors, effectivement, pour régler le dossier du ponceau, le ministère, en fait, nous proposait une façon de le régler, à savoir le fermer. Parce que selon leurs évaluations, leur analyse, ils ont mis un outil pour mesurer la circulation et selon les résultats de cette analyse-là, le nombre de passages de véhicules n'était pas suffisant pour justifier la réparation de cette infrastructure qui leur appartient. Alors, on parle d'une réparation de plusieurs centaines de milliers de $. Nous, notre prétention, c'est de dire que ce n'est pas seulement une question de voitures, de nombre de voitures qui circulent sur cette rue-là, mais davantage une question de mobilité et d'efficacité de circulation dans le village. Alors, on les a relancés à cet égard-là et on s'est entendu, la seule façon finalement de faire en sorte que la réparation de cet ouvrage soit prise en charge par le ministère, c'est de prouver qu'effectivement, c'est une infrastructure qui est incontournable pour les besoins de la circulation dans le village. Alors, c'est donc revenu sur nos épaules de démontrer cette prétention. C'est pour ça qu'on a effectivement engagé une étude avec la firme WSP, non pas au coût de 250 000 $, mais au coût de 20 000 $. Un peu moins de 20 000 $. Cette étude a débuté durant l'été, alors on attend toujours des résultats. Cette étude-là, on en a profité pour inclure vraiment le cœur du village et on a aussi inclus le secteur devant l'école Saint-Jean-Baptiste, qui est un secteur névralgique. Alors, il va y avoir des propositions qui vont être faites et c'est certain qu'une fois qu'on aura les résultats de cette étude-là, on va relancer le ministère des Transports du Québec pour leur démontrer les conclusions. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît? Guy Delille. C'est concernant la présentation de l'Université Laurentide dans le projet d'asphaltage de la piste. À savoir, est-ce que c'était supposé peut-être décembre, peut-être janvier? Est-ce que c'est connu actuellement? La date? Oui. Oui, ça devait être en janvier, mais finalement, c'est reporté en mars, mais il n'y a pas de date déterminée encore. Donc, ça serait mars. Oui, ça va être mars. L'autre petite chose, c'est le budget 2020 pour l'entretien de la piste. J'imagine que là, je crois comprendre, c'est que vu que le budget est adopté par la municipalité, ce budget-là, même si vous l'avez eu, peut-être la demande, vous ne l'autorisez pas tout de suite et vous ne le publiciez pas non plus. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Parfait. Alors, en ce qui concerne le budget d'entretien de la piste n'appartient pas à la municipalité. C'est une infrastructure qui est gérée par la MRC des Laurentides et la corporation. Oui, c'est donc par le biais de la quote-part que nous versons une somme qui sert à l'entretien de la piste. Et l'entretien de la piste, il y a deux volets. Il y a le volet estival et le volet hivernal. En ce qui concerne le volet hivernal, il y a seulement Val-Morin et Val-David qui
qui paie un montant directement. En fait, c'est une entente qu'on a avec la MRC des Pays d'en haut, qui, eux, gèrent le contrat de déneigement et d'entretien de la piste, parce qu'il y a seulement la section de Val-David et Val-Morin qui est inclus là, pour le déneigement, parce qu'après ça, Tremblant prend en charge sa section sur laquelle il y a du ski de fond. Et pour les autres municipalités qui longent le parc linéaire, il y a des ententes avec les clubs de motoneige, parce que c'est de la motoneige qu'il y a sur le parc linéaire durant l'hiver. Puis la partie vers Saint-Jérôme, à partir de Val-Morin, Saint-Jérôme, Saint-Adèle. C'est ça, c'est un contrat que la MRC des Laurentides a fait avec la MRC des Pays d'en haut. Okay. Et donc, nous, on verse un montant, Val-David verse un montant, Val-Morin verse un montant, et c'est inclus dans ce... Quel moment il coûte le montant? Le montant, ouais. En fait, on avait une planification sur 5 ans. On en est à la 2e ou 3e année de cette année. Si vous voulez, je vais vous revenir avec les informations en janvier. Okay. Merci, M. Derry. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Madeleine Landry. Moi, c'est surtout une suggestion. On est en pleine période des fêtes là, qui est commencée et qui va se poursuivre encore jusqu'à temps qu'on arrive à la finale. Ça serait agréable d'avoir de la musique dans le village durant la période des fêtes. Il me semble qu'il y a quelques années passées, qu'il y en a déjà eu, il y avait des haut-parleurs installés. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Hein? Puis, la musique dans le village durant le temps des fêtes. Oui. Tu sais, il y a les marchés de la fin de semaine, là, les marchés d'hiver à l'école, les gens arrivent, ça crée de l'ambiance. Le défi de la santé là, avec le Père Noël, il y a une autre fête pour les enfants le 22, et tous les gens qui y passent, pas seulement pour les gens qui viennent de l'extérieur, pour les gens, pour les résidents, là, ça créerait une bonne atmosphère. Parfait. Merci beaucoup pour la proposition. On va transmettre le service. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Joël Clark. Je viens en tant que membre du comité citoyen en environnement. J'ai 3 petites questions pour vous. La première question, on se demandait si c'était possible d'évaluer la portion du budget 2020 qui est accordée à l'environnement. C'est assez large. Je ne sais pas par rapport à des subventions ou par rapport à différents projets d'action. Puis l'autre aussi, on revenait avec la question qu'on avait soulevée la dernière fois là, si en fait les subventions pour les produits hygiéniques lavables seraient dans le budget 2020. Puis l'autre chose, aussi c'est une suggestion, ça serait de savoir si ça serait possible de déneiger les pistes cyclables sur Doncaster puis chemin de la rivière, comme si c'était des trottoirs en fait pour justement là, favoriser, encourager la mobilité active. On n'a pas de trottoirs partout, puis que c'est Doncaster puis c'est ça, chemin de la rivière. Merci. Merci beaucoup. Portion du budget accordé à l'environnement, ça va être un peu complexe, effectivement, parce que c'est assez simple parce que c'est une catégorie dans le budget. On va voir la semaine prochaine, quand le budget va être adopté, ça va être un item qui est dans la présentation. Mais c'est certain, ce que je veux dire quand c'est complexe, c'est qu'il y a plusieurs mesures qui sont intégrées au cours de l'année, qui sont intégrées graduellement à la municipalité, qui ne se reflètent pas dans le budget, à savoir, par exemple, comme ici, le nouveau calendrier que vous allez tous recevoir par la poste et sur du papier non glacé et recyclé. Donc, c'est ce genre d'initiative qui ne se reflètent pas dans les portions du budget accordé à l'environnement. Mais oui, il y a un poste budgétaire environnement. On va le sortir. Produits hygiéniques, c'est certain que là, le budget n'est pas encore adopté. Donc, je vais quand même garder. Je vais attendre qu'il soit adopté pour en discuter. Et en ce qui concerne le déneigement de la piste cyclable de Doncaster, chemin de la rivière, l'année dernière, on avait déjà donné l'orientation selon laquelle, effectivement, ces chemins-là doivent être déneigés en priorité. Il y a eu une suggestion, justement, d'une membre du comité de peut-être utiliser les chenillettes, le même véhicule qu'on utilise pour les trottoirs. Voir si on peut On va l'évaluer. On va l'évaluer.
Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir, Denis Monette. Moi, je voulais savoir, pour le fond, quand on a donné pour checker s'il y avait assez de monde qui passe, il doit y avoir un délai. C'est juste ça. Un délai pour pour le rapport de circulation? Oui. Est-ce qu'il y a un délai? Ouais, il y avait un délai Ben, en fait, il y avait un. Pour le ministère de pour le contrat qu'on a donné à la firme d'ingénieur. Faudrait que je vérifie, mais je veux dire, c'est sûr qu'ils sont en travail, ils ont déposé un rapport préliminaire, on est en train, nous, d'analyser le rapport préliminaire. Après ça, ils vont avoir une rencontre avec la firme pour transmettre nos commentaires. Après ça, ils vont faire le rapport final. Ça va être déposé aux élus, puis, mais ça se fait en cours, fait que oui, je peux vérifier s'il y avait un délai, mais ça on avait prévu, on savait que ça allait prendre environ 9 mois. Donc, ils ont débuté en août. Parce qu'il fallait faire toutes les... En fait, le ministère nous a demandé de travailler avec des ingénieurs avec lesquels ils travaillent déjà pour faciliter la transmission de données. Donc, on a dû demander au ministère des firmes avec lesquelles ils travaillaient. Donc, on a débuté le travail en août. On s'est donné environ 9 mois. On est encore dans les délais. On est encore dans les délais. Ouais. Ma deuxième question, les chevreuils. Est-ce qu'il y a un règlement à Val-d'Orée qu'on n'a pas le droit de nourrir les chevreuils? Il n'y a pas de règlement parce que c'est pas la juridiction municipale. Je pense que certaines municipalités... Parce que Saint-Agathe est là. Oui, effectivement. C'est quelque chose qu'on a demandé à vérifier. Non, c'était la semaine dernière. Ouais. Okay. Mais oui, on a demandé à vérifier ce qui est possible de faire. C'est certain qu'on ne l'encourage pas, mais si on... En fait, il y a toujours la question lorsqu'on vote des règlements, c'est la question de l'application des règlements. Il y a quelques façons de penser. Il y en a une qui est de dire qu'au moins on donne un signal, même si on n'est pas capable de l'appliquer de façon très rigoureuse. Il y a l'autre façon de penser qui est de dire ben ça ne sert à rien de réglementer parce qu'on ne peut pas appliquer le règlement. Donc, il y a toujours des beaux débats autour de ces deux philosophies-là. Mais effectivement, c'est certain qu'à la base, on n'encourage pas de nourrir les chevreuils parce que ça cause plusieurs dommages. Okay. Vous allez checker ça. On va checker ça. Merci. Merci beaucoup. J'ai une autre question à vous poser. C'est au sujet de la Fédération québécoise de la montagne. C'est un dossier que vous avez étudié récemment et vous m'en aviez parlé lors de la fameuse assemblée en escalade à Belle-Neige. Oui. Est-ce que vous en êtes arrivé à une conclusion? Qu'est-ce qu'il y en est du En fait, c'est sur le bureau du directeur du parc qui va éventuellement faire une recommandation au conseil à ce sujet-là. Ah, d'accord. Et c'est pour quand? Ben, j'ai pas de détails. C'est avant Noël ou... Non, ce ne sera pas avant Noël, ça c'est certain, là, parce qu'en fait, cet automne, on a été occupé par la préparation du budget et la priorité en ce moment au parc, c'est toute la question de la conservation des sentiers. Les besoins sont très grands et vraiment l'effort est mis. Là, vous allez voir dans le budget qui va être adopté la semaine prochaine, il y a beaucoup de mesures de préventives qui sont mises en place et le temps du directeur est beaucoup occupé à ces dossiers-là. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, c'est à suivre. Oui, merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Je voulais juste savoir, parce que vous avez dit que pour la nouvelle mairie, il n'y avait rien de nouveau. Est-ce que c'est toujours prévu d'avoir un groupe de travail, comme vous aviez fait, dit qu'il y a probablement qu'il y aurait un comité qui se mettrait en place pour regarder les alternatives à la construction de la nouvelle mairie, qu'il y aurait des présentations qui suivraient après que ce groupe-là ait travaillé et qu'il y aurait probablement une consultation publique par rapport à l'arrivée de la nouvelle mairie en termes de coûts, etc., etc. Est-ce que c'est toujours ça qui est le plan? Parce que vous avez dit tantôt qu'il n'y a rien qui a bougé. Donc, je suis juste curieux si c'est toujours l'objectif. Bien, je vous remercie de le rappeler. Effectivement, il y a l'idée d'explorer différents scénarios, mais ces scénarios-là ne sont pas encore établis. Alors, tant que
il manque encore des données. Donc, tant qu'on n'a pas l'information, parce qu'on ne va pas envoyer un comité de travail travailler sans aucune information, tant qu'il n'y a pas au moins des données de base, on ne va pas rien faire. Est-ce qu'on ne va pas manquer de temps avec la construction de la nouvelle école? On est tout à fait conscient des délais et on fait ce qu'on peut avec les ressources qu'on a à la municipalité. Est-ce que l'école est prévue de commencer en septembre 2020? En fait, ils visent l'accueil des élèves en septembre 2021. D'accord. On est tout à fait conscient des délais. On manque de ressources à la municipalité. Puis, je voulais savoir, pour le marché, oui. Vous avez parlé l'autre jour, quand je suis venu dans les conseils, j'ai demandé s'il y avait une nouvelle entente avec le marché. Vous m'aviez dit que vous attendiez les recommandations du ministère. Effectivement, je suis vraiment désolée de vous répéter la même chose, à savoir qu'on attend encore les recommandations du ministère. Le ministère s'était penché sur quelques éléments dans l'entente que nous avions avec le marché. Ils les ont analysés et nous sommes en attente de leurs recommandations parce que, comme je vous avais expliqué, on veut les intégrer dans la nouvelle entente. C'est quel ministère, ça, qui C'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. OK. Donc, eux, ils regardent ça. Puis, est-ce qu'on a demandé les états financiers au marché pour voir, avant de décider si on leur donnait de l'argent ou pas? Le conseil a tout fait ce qu'il fallait là, pour avoir les informations nécessaires pour s'assurer du partenariat avec le marché. OK. Une autre question de suivi sur la consultation publique de l'école, le fameux rapport qu'on rapporte de fois en fois. Il est prêt, il manque juste la mise en page. OK. Donc, il va être affiché sur le site web de la municipalité. Et je voulais savoir le dossier de la communauté acidique. Oui. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que finalement ça a abouti? Parce que ça fait 3 ans qu'il y a des discussions, des échanges. Est-ce que ça a finalement abouti cette année à quelque chose ou c'est reporté à la prochaine année? Est-ce que vous pouvez préciser votre question à savoir qu'est-ce qui doit aboutir par rapport à la communauté acidique? Ça fait 3 ans qu'il y a des discussions avec la communauté acidique pour des divergences par rapport aux activités, par rapport à la réglementation, changement de réglementation, etc. Eux veulent faire changer des choses. Il y avait un travail qui se faisait de ce côté-là avec leurs experts, disons ça de même. Mm-hmm. Et tout ça est en débat et en discussion. Je veux savoir, est-ce que ça a abouti à quelque chose cette année ou si ça va se continuer l'année prochaine? Parce que c'est toujours ça qui arrive à la fin de l'année. Oui. Eux, ils quittent, puis finalement, ça repart les discussions au printemps quand ils reviennent. Est-ce que c'est encore le vote de cette année? Il y a différents dossiers avec la communauté acidique. On a voté une résolution, en fait un projet de règlement sur la 117 concernant le camp, c'est pas concernant, mais c'est dans lequel on a modifié un zonage là où est situé le camp Pardachana. Parce que, entre autres, il y avait une contradiction à l'intérieur de notre règlement. Quand je parlais tantôt des anciens dossiers qu'on est en train de régler, c'en est un qui traîne depuis longtemps, effectivement. Alors, il y avait une contradiction dans la disposition réglementaire sur l'usage qui était permis et le nombre de bâtiments qui étaient autorisés. Alors, on permettait le camp de vacances, mais seulement un bâtiment. Alors, c'est contradictoire parce que les camps de vacances, par leur nature même, nécessitent plusieurs bâtiments. Donc, on a fait cette modification-là à nos règlements. En ce qui concerne l'autre secteur où est établie la communauté juive, on a aussi fait des changements. Oui, dans le fond, le projet de règlement a été déposé, l'avis public a été fait, la consultation publique a été faite. Donc, c'est en démarche. Donc, suite à la consultation publique, parce que dans la consultation publique, il y avait plusieurs règlements qui étaient présentés. Donc, au niveau du zonage, donc, on a eu des commentaires, dont certains que le conseil a pris en compte. Donc, là, on a modifié le projet de règlement pour qu'il soit présenté en principe la semaine prochaine aux élus pour une adoption. Puis après ça, ça va passer à la MRC, puis ça va devenir... Et ça a eu la consultation publique? C'est ça que je cherche, c'était le mois dernier. Il y avait beaucoup de règlements qui étaient présentés dans cette
cette séance-là. Donc, cette modification réglementaire-là va nous permettre effectivement de... Le 5 novembre, excusez. De régler la situation. Okay. Voilà. Et juste un dernier point, à propos du recyclage. Oui. Parce qu'on dit qu'on va couper les vidanges une fois par mois pour réduire l'enfouissement. Mais quand on regarde à la télévision puis ils nous présente l'état du recyclage avec les usines où les 3/4 du matériel s'en vont à l'enfouissement, je veux dire, on ne tourne pas en rond à quelque part dans tout ça parce que... Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ben, c'est ça. Est-ce qu'on ne tourne pas en rond? Parce qu'on nous dit qu'il faut réduire nos vidanges. Je peux juste finir mon explication? On nous dit qu'on veut réduire les vidanges, ce qui est correct, j'ai pas de problème avec ça. Mais de l'autre côté, comme on n'est pas équipé pour recycler et que les 3/4 s'en ramassent à l'enfouissement de toute façon, parce qu'il n'y a rien pour les traiter. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Parce que là, est-ce que, qu'est-ce qu'on prévoit faire avec tout ça pour les autres? Parce qu'on va finir à l'enfouissement de toute façon. Parfait. Ça va permettre de nous répondre. C'est vrai qu'il y a des problématiques au Québec pour certaines matières à recycler. Dans notre cas, ici, on travaille avec on va à la chute d'un endroit qui s'appelle Tricentris, qui, entre autres, ont des projets pour le verre, pour le recyclage du verre, qui fonctionnent bien. On a un haut taux de recyclage. Mais à la base, le plus important, c'est ce que chacun d'entre vous mettez dans votre bac. Quand vous mettez des choses qui n'ont pas d'affaire dans le bac à recycler, c'est bien certain qu'en dans le coup, ça s'en va à l'enfouissement. C'est pas compliqué. Tout ce qui va dans le recyclage, c'est papier, plastique, métal, d'acide. Si c'est pas ça, ça va dans votre bac noir. Donc déjà, en partant, si chaque citoyen met ce qu'il a à mettre dans son bac de recyclage, il va y avoir beaucoup plus de recyclage qui va se faire. La raison pour laquelle on ne peut pas recycler, c'est que les matières qui sont envoyées dans les centres de tri sont trop contaminées par les mauvaises choses qu'on met dans nos bacs à recyclage. Donc déjà, en partant, mais dans notre cas ici dans les Laurentides, avec Tricentris, c'est une entreprise dans laquelle il y a eu beaucoup d'investissements pour avoir un meilleur taux de recyclage. N'empêche que j'ajouterais que malgré ces bonnes pratiques-là, malgré le fait que Tricentris est effectivement un organisme de référence au Québec en termes d'excellence d'opération, ils ont subi eux aussi la crise du recyclage et ça s'est traduit par un montant d'argent supplémentaire qui a été demandé et par le contrat qui était signé avec la MRC, parce que la MRC, c'est la MRC qui a signé un contrat, qui a l'entente avec la Tricentris. Dans le contrat, il y avait une clause spéciale qui permettait de faire une demande pour un montant spécifique pour aider l'organisme dans le besoin. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on a la façon dont la gestion du recyclage au Québec s'est faite durant les dernières années, on n'a pas été assez vigilant peut-être pour répondre à la crise qui s'en venait, étant donné que la Chine n'accepte plus, je ne suis pas une spécialiste là, mais je vous fais part de ce que je sais, étant donné que la Chine n'accepte plus, entre autres, le recyclage qui n'est pas bien fait. Donc, on doit revoir nos pratiques, revoir nos façons de faire. Tricentris, encore une fois, est à l'avant-garde et puis va savoir tirer son épingle du jeu, mais effectivement, il y a des conséquences à la crise du recyclage et Tricentris est en bonne position pour y répondre. Juste pour enchaîner, vous dites qu'il y a, puis je le vois, là, il y a beaucoup de choses qui sont mis dans le bac vert, qui ne vont pas dans le bac vert, qui ne devraient pas se retrouver là, mais se retrouver dans le bac noir pour les vidanges. Ou encore à l'éco-centre. Ou encore à l'éco-centre. Et à l'éco-centre, on fait de l'enfouissement aussi. À l'éco-centre, il y a 12 conteneurs, il y en a un seul d'enfouissement. OK. En fait, 2 d'enfouissement. Donc, si on met juste ce qu'il faut dans le bac vert, puis je parle parce que c'est juste que je le vois des fois quand je passe avec quand je fais ma marche puis ma course, je vois que dans les bacs, il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être là, mais ça veut dire que les gens, il faut qu'ils aillent les mettre, et comme ils ne pourront pas les mettre dans le bac noir parce qu'il va passer juste une fois par mois, parce que ça risque d'être trop. Donc la solution qu'ils ont, c'est d'aller le porter à l'éco-centre. Oui, mais juste pour me rassurer, M. Rocheteau, il y a des municipalités comme Mont-Laurier
sont à une fois par mois les déchets depuis déjà plusieurs années. Et il n'y a pas personne qui a une problématique. Si les gens compostent, déjà là, il y a une bonne partie de vos déchets qui vont s'en aller là. Si vous faites un bon recyclage, puis aussi quand vous achetez des choses, vous êtes conscient de ce que ça va produire comme déchets, vous en aurez pas de problématique. Il y a plusieurs villes au Québec qui sont rendues là. J'avoue que dans la Laurentide, on est un petit peu en retard, on n'est pas en avance. Il y a plusieurs endroits que ça se fait au Québec depuis plusieurs années qui ont juste un ramassage de matière enfouissable par mois, puis il n'y en a pas de problème. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça. C'est pas de problème dans mon cas. Mais ce que je dis, c'est pour le bien des gens que. Moi, j'aimerais ça que les gens fassent tout ça, qu'on en ait de moins en moins à enfouir. Je pense que on vous remercie de votre sollicitude, mais je vous assure qu'on met tout en place à la municipalité pour accompagner les citoyens dans ces ajustements-là, dans la gestion de la matière résiduelle. Il y a des patrouilles vertes qui sont embauchées à la MRC. Il y a plusieurs citoyens qui appellent souvent à la municipalité. On transmet l'information, on fait de la sensibilisation. Et puis, comme le dit bien Mme Forget, on va y parvenir. C'est certain qu'il y a un ajustement. Je ne veux juste pas que ça se ramasse dans l'environnement parce que les gens, ils ne savent pas où les mettre parce qu'ils en ont. Monsieur Rochereau, on a tous la même inquiétude. C'est juste ma crainte. On a tous la même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il est maintenant 20h51 et je propose la levée de cette assemblée du 10 décembre et je vous souhaite des joyeuses fêtes et on se retrouve le 16 décembre prochain pour le budget.